viens de l'université St. Mary's en Nouvelle-Écosse, donc c'est une université anglophone. Je suis là-bas professeur avec 50% de charge en culture et littérature francophone et 50% études interculturelles. Je suis la personne qui a été mise en charge de la création d'un programme de mineur et de majeur en études interculturelles et je coordonne en même temps un programme d'études à l'étranger en France, dans une petite ville qui s'appelle Angers. Et j'ai travaillé dans les derniers 7 ou 8 mois avec un collègue de mon département, le département des langues modernes, Dr. John Clues, qui est lui professeur titulaire d'allemand et directeur du Canadian Summer School in Germany, et c'est un spécialiste en éducation, notamment donc, dans l'apprentissage des langues secondes et des langues additionnelles. Okay. Donc voilà, un petit peu les présentations succinctes des deux personnes qui sont, j'aide plutôt Dr. Clues, c'est lui qui est en charge de ce dossier de recherche. L'idée, c'était donc d'essayer de s'intégrer dans une dynamique au niveau de l'université qui vise à offrir une éducation internationale et le développement d'une compétence interculturelle pour les étudiants de l'université, qu'ils soient canadiens ou qu'ils soient étrangers. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, le président, donc ça c'était un des piliers de son plan stratégique pour les 5 années à venir, et dans ce cadre-là, donc un service de service communautaire a été créé à l'université. Et notre idée, c'était d'essayer d'évaluer un petit peu quelles étaient les conditions de possibilité de développer un projet de service communautaire pour les étudiants canadiens qui iraient étudier à l'étranger. Et ce programme de service communautaire, évidemment, qui serait vraiment axé sur l'acquisition des langues secondes. Okay. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Il faut savoir que l'université St. Mary's est une université qui compte près de 33% d'étudiants internationaux. Okay, donc c'est un des taux les plus importants au pays. Et puis donc, dans une des choses qui est apparue au cours des lectures que nous avons faites, donc nous avons procédé à des lectures sur le service communautaire international, et puis plus globalement sur ce qu'on appelle la politique d'internationalisation de l'éducation au Canada, qui est donc, on va en parler dans quelques instants, je vais vous contextualiser un petit peu tout ça. Mais ce qui est apparu donc, au cours de ces lectures, c'est que la question des compétences langagières et la question de l'adaptation culturelle étaient donc des facteurs très importants dans le processus d'acculturation des étudiants, et notamment des étudiants internationaux qui viennent au Canada. D'accord ? Selon Ye et Inose, donc, le niveau les compétences langagières et l'adaptation culturelle sont 2 facteurs principaux de stress acculturatif. Et ça, c'est ce dont il va être question aujourd'hui. L'objectif étant d'essayer de montrer ou de promouvoir l'idée qu'on intègre pour les étudiants internationaux au Canada une composante de service communautaire dans la première et la deuxième année, notamment pour les étudiants internationaux qui ont des compétences langagières qu'on va dire un petit peu fragiles. D'accord ? Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc, dans une présentation en trois parties, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'internationalisation de l'éducation, les objectifs, les grandes orientations. Puis là, je vais vous montrer qu'il y a en fait des décalages et des disparités assez importantes entre ce qui constitue les orientations politiques et puis ce que sont les pratiques dans la réalité. Ça, c'est la première chose. Et pour ça, je vais m'aider de statistiques qui sont produites par le BCEI, le Bureau canadien de l'éducation internationale. Okay. Dans un deuxième temps, je vais parler de la langue et de la culture, donc prédicteur de stress acculturatif. Et puis, ce que je vous propose, ce n'est pas une étude de cas, en fait, c'est une revue de littérature. D'accord ?
Donc j'aurai un certain nombre de références à vous proposer à ce niveau-là. Et puis dans un troisième temps, donc, je vais vous présenter le service communautaire, l'apprentissage par le service communautaire, comme étant un levier d'intégration pour les étudiants étrangers. Donc quelques éléments clés, et puis donc la composante de communication en service communautaire. Donc l'internationalisation de l'éducation, si ça va bien, oui, ok, donc deux textes qui sont importants au niveau du Canada. Le premier, c'est la stratégie du Canada en matière d'éducation internationale. Ça, c'est un document gouvernemental où donc l'internationalisation de l'éducation est décrite comme un plan directeur pour attirer les talents et préparer le pays pour le XXIe siècle et assurer notre prospérité future. Okay, ça, c'est l'objectif global au niveau du gouvernement. Ensuite, il y a un deuxième texte qui me semble vraiment important, c'est le rapport donc, Canadian Universities in the World, donc l'association des universités et des collèges canadiens, le sondage qu'ils ont fait également la même année en 2014. Et là, donc, il nous indique que l'internationalisation de l'éducation peut se définir comme le processus d'intégration de dimensions et de perspectives internationales, interculturelles et mondiales au but, aux fonctions et à la prestation de l'éducation. Okay, donc là, la définition qui est donnée de cela, c'est aussi l'objectif principal, au moins au niveau des textes, okay, qui est d'essayer d'apporter aux étudiants donc, des connaissances internationales et de développer chez eux la compétence interculturelle. Alors on va voir ce que ça donne un petit peu dans les faits, donc à partir de ce sondage. Ouais, okay, donc les 5 objectifs rapportés, donc c'est ce que j'ai dit. Premièrement, former des diplômés ayant développé des connaissances internationales et des compétences interculturelles. Deuxièmement, développer des alliances, des partenariats stratégiques, promouvoir un campus international, accroître le profil international des universités, et puis enfin, générer des revenus. Et en fait, ouais, ce qu'on voit qui se passe, en fait, c'est exactement l'inverse. En fait, il y a, donc voilà, ça c'est tiré de ce fameux... En fait, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup plus d'emphase sur le recrutement des étudiants internationaux en premier cycle et au cycle de la maîtrise et du doctorat. Et puis donc, on a un petit peu, apparemment, au moins, laissé de côté cette dimension donc, de développement de ces connaissances internationales. Voilà. Apparemment, parce qu'en fait, il faut quand même, je veux dire, il y a quand même des politiques qui ont été mises en place. Je veux dire, ça on parle de l'internationalisation des curriculums, par exemple, d'accord, on parle de la mise en place de certains services qui doivent permettre de mettre en place un dialogue entre étudiants locaux, étudiants canadiens et puis étudiants internationaux, par exemple. Okay. Mais donc, voilà, alors, l'internationalisation de l'éducation, donc, au niveau de l'acquisition de ces connaissances internationales, eh bien, c'est développé en partie, donc, à partir de l'expansion des opportunités à l'étranger pour les étudiants de l'université, et le pendant de cette internationalisation de l'éducation, eh bien, c'est le recrutement des étudiants internationaux au premier cycle, et puis au deuxième et au troisième cycle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des disparités qui sont absolument spectaculaires au niveau donc, des étudiants entrants et des étudiants canadiens donc, qui vont sur des théâtres à l'étranger. Alors, là, je m'appuie sur des statistiques qui sont au niveau du Canada. Okay, peut-être que, en fait, j'en parlais avec Jean tout à l'heure, il me disait, oui, enfin, non, c'est moi plutôt qui lui demandais, oh, je viens de lire sur une affiche à l'Université Laval, on offre un séjour à l'étranger à tous les étudiants. Est-ce que c'est vrai? Et puis Jean m'a dit, bah oui, enfin, en quelque sorte, quoi. Bon. Il faut savoir qu'en ce qui concerne mon université, c'est pas du tout le cas. Okay, il y a des ressources qui sont extrêmement minimales. Okay. On parle de quelques centaines de dollars pour un séjour de 6 mois. Enfin, donc, ouais, non, ce que je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose qui est nécessairement valorisé. Donc, ce que ces deux études m'ont laissé avoir, c'est d'abord qu'il y a un décalage entre les objectifs et les politiques, donc avec un réel danger que la dimension économique prenne le pas sur
des objectifs qui soient éducatifs, qui soient éthiques. Okay. En fait, le gouvernement du Canada a déjà dépassé des statistiques qu'il avait, ou des objectifs qu'il avait développés pour 2022. Il y a, et ça me semble beaucoup plus important parce que, en fait, cette idée d'internationalisation de l'éducation, elle semble reproduire, en fait, des inégalités, les inégalités de la mondialisation. D'accord ? Et je vais m'expliquer là-dessus dans la suite. Donc, on a parlé du déséquilibre entre les étudiants canadiens qui vont à l'étranger et puis les étudiants étrangers qui viennent au Canada. En fait, ce chiffre des étudiants canadiens baisse. Et puis aussi, une question importante, c'est les disparités au niveau des régions géographiques. En fait, les étudiants canadiens vont privilégier des destinations où on parle leur langue. Donc, certainement, je ne connais pas la situation du Québec, mais j'imagine que la France est bien placée dans cette liste de pays désirés. Et puis au niveau du Canada anglophone, eh bien c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, voyons, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et donc, du côté des étudiants internationaux, c'est pas du tout ça qu'on a. En fait, les étudiants canadiens font plutôt un déplacement nord-nord, enfin du moins occident. Et puis les étudiants internationaux, eux, eh bien, viennent de pays. Au monde. Ouais, exactement. Donc, alors la Chine est le pays de provenance le plus important, l'Inde. Okay, donc l'Asie du Sud. L'Asie de l'Est représente un peu plus de 40%, je crois. L'Inde, entre 15 et 20%, me semble-t-il. Et puis, j'ai une carte, je pourrais vous montrer. C'est pas mal plus simple. Donc l'Asie de l'Est, 40%, l'Asie du Sud, 27%. Donc à eux deux, ils représentent déjà près de 70%. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, eh bien, les seules raisons pour lesquelles les étudiants canadiens iraient dans des pays du Sud ou des pays asiatiques, c'est si les programmes étaient dispensés dans leur langue première. Donc, on se retrouve dans une situation où, sur les campus canadiens, en fait, on a des étudiants canadiens qui sortent assez peu, voire même très peu, qui n'ont pas vraiment de connaissance de ce que c'est que d'apprendre une langue étrangère ou d'être ou de vivre donc une situation de vulnérabilité comme ce qu'est la mobilité étudiante. Et de l'autre côté, donc, on a ces étudiants internationaux qui viennent au Canada et qui, eux, le vivent alors de plein fouet. Okay. Pourquoi ? Parce que, donc, je vais revenir à ça dans quelques petites secondes, mais parce que, donc, selon une étude du BCEI, près de 75% des étudiants internationaux déclaraient avoir l'anglais en langue additionnelle. Okay. Et 25% de ces étudiants-là expriment avoir des difficultés très réelles dans la langue anglaise. Je suis désolé, je n'ai pas de statistiques pour le français, mais enfin, au moins pour l'anglais, c'est assez parlant. Alors, les universités ont développé un certain nombre de services, hein, vous les connaissez comme moi, les Writing Centers, les centres d'écriture, les programmes passerelles, bon, chez nous, English for Academic Purposes, donc pour l'anglais académique, puis des programmes d'entraide, de parrainage, de jumelage, merci. Ouais, des programmes de jumelage, des choses comme ça. Bon. Il reste que, au niveau des programmes de langue qui sont offerts aux étudiants internationaux, eh bien, ces programmes de langue en fait, sont très axés sur la linguistique. Et oui, les étudiants vont acquérir des connaissances qui vont leur permettre de pouvoir gérer des travaux de lecture, des travaux d'écriture d'essais ou présentation d'exposés ou de choses comme ça. Donc sur les 4 compétences de base de production et de compréhension. Mais en fait, ils vont se retrouver dans une situation où, en dehors de ces compétences-là, eh bien, ils n'ont pas réellement accès enfin, il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure avec les étudiants locaux, et donc ils se retrouvent dans une situation d'isolement, de solitude, et donc voilà. Alors,
simplement les compétences de communication, compétences linguistiques, compétences discursives, ça ce sont les compétences qui sont à l'oral et à l'écrit, donc des compétences qui vont aider les étudiants dans la production de textes ou à l'oral. Par contre, la compétence socioculturelle et la compétence actionnelle, eh bien, ce sont des compétences qui sont des compétences pragmatiques, merci, des compétences pragmatiques, donc qui se vivent dans l'acte de communication entre individus. Alors, je continue rapidement. Ok. Beaucoup des articles, études qu'on a pu lire, faisaient état des compétences langagières et d'adaptation culturelle comme des dimensions centrales de l'expérience d'apprentissage. Alors, juste une petite note là-dessus, pour ce qui est des compétences langagières strictement académiques. En fait, on se rend compte que ils doivent tous passer le TOEFL ou l'IELTS, d'accord ? Mais on peut avoir une bonne note ou on peut avoir une note relativement moyenne. Okay ? Et pour certains programmes d'études, le fait d'avoir une note relativement moyenne n'influe pas nécessairement sur les résultats académiques. Pourtant, par contre, pour d'autres, eh bien, cette corrélation, elle est beaucoup plus nette. D'accord ? Je pense notamment aux sciences sociales, où on demande aux étudiants de faire énormément des lectures extensives et puis de produire des rapports de réflexion critique et de choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la compétence strictement académique. Par contre, d'un point de vue relationnel et social, il y a une véritable disjonction qui se passe entre les étudiants locaux et les étudiants internationaux. Deux concepts qui sont intéressants à ce niveau-là, l'hospitalité. Donc Fred Ervin, qui est un spécialiste en éducation interculturelle, qui travaille en Finlande, a repris de Derrida lorsqu'il travaillait sur les guides de survie des étudiants étrangers en Finlande. Et en fait, ce qu'il démontre, c'est que, de façon assez inhérente, ce rapport entre l'hôte et puis l'invité, c'est un rapport qui est c'est un rapport de pouvoir, en fait, qui place la personne qui est hôte dans une position de domination par rapport à la personne qui est invitée. Okay ? Et donc vient avec cela une certaine conformation aux règles culturelles et puis à certaines formes de pratiques discursives, de communication. Le deuxième qui est très important, c'est celui d'investissement de Barbara Norton, je pense. Et qui, lui, en fait, essaie d'établir le rapport qu'il peut y avoir entre motivation de l'étudiant international à pratiquer une langue seconde, et puis la relation qu'il entretient avec cette langue seconde. Et l'idée, c'est que on peut être aussi motivé qu'on veut, si on se retrouve dans une situation d'échec ou une situation d'infériorité par rapport à un interlocuteur qui serait de langue première, eh bien, cette relation à la langue est nettement plus fragile. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a dans ces études... Oui, 2 minutes. Wow. Okay. Donc, ce qu'on voit... Mais on a un petit peu plus de temps parce qu'il y a une personne qui n'est pas le J'ai essayé, ok. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui font état de phénomènes de ségrégation des étudiants canadiens vis-à-vis des étudiants internationaux, précisément du fait que ces compétences langagières, en fait, l'idée c'est qu'ils adoptent des attitudes ethnocentriques du fait que les étudiants internationaux n'ont pas les compétences langagières. Donc, condescendance, mépris, intolérance. Il y a de la part des étudiants internationaux une perception qui s'ensuit de discrimination ethnique et linguistique. Okay ? Et puis on se retrouve dans une situation où on a sur un même campus des étudiants locaux et internationaux qui ne dialoguent pas. Okay? Et donc, juste une petite citation ici. The participants in the study seem to position themselves as inferior to local people because of their English proficiency and internalize the idea that English competency was the marker of their identity. Donc c'est l'idée que la complexité de leur identité, en fait, elle est réduite à cette simple incapacité à produire la langue cible. L'ASC, vous connaissez tous l'apprentissage par le service communautaire, okay. Donc c'est un modèle d'apprentissage expérientiel, non on pourra en parler plus tard, parce que il ne va pas me laisser continuer. Donc c'est un modèle d'apprentissage expérientiel qui est centré sur l'apprenant, okay, et qui est basé sur des tâches en fait.
projets spéciaux, enfin, dans le cadre des activités régulières des organismes services partenaires. C'est une relation tripartite qui implique l'étudiant, l'instructeur et le partenaire communautaire. Et donc, souvent, puisqu'il y a co-construction des savoirs, eh bien, il est assumé que le service communautaire permet de développer une compétence interculturelle. Okay. Je ne vais pas passer la définition de Barbara Jacobi, mais il y a 4 composantes pédagogiques essentielles: l'engagement civique, la réflexion critique, la réciprocité, la dissémination des savoirs produits. Voilà. Au niveau du service communautaire international, donc ça c'est quelque chose qui est assez récent, qui date du début des années 2000, souvent cité pour justement cette capacité à amener les étudiants à vivre des situations de défamiliarisation qui les emmènent ensuite donc à réfléchir sur leur propre bagage culturel et puis donc à avancer un petit peu comme ça. Donc c'est une pédagogie transformative. Donc dans l'apprentissage des langues secondes, le service communautaire est quelque chose qui est très récent, qui date d'il y a 4 ou 5 ans. Okay. Et l'idée donc c'est de reprendre je vais passer là-dessus, mais l'idée c'est de reprendre cette idée de compétence de communication, mais avec 0 minutes, ça fait pas beaucoup. Donc c'est l'idée de reprendre cette idée de compétence de communication, mais dans le cadre d'un cycle d'apprentissage qui vise à vivre une situation de dissonance et puis donc à ensuite faire opérer une réflexion critique là-dessus, engager des concepts et puis donc revenir vers une sorte d'expérimentation pratique avant de revenir vers une autre situation. Donc, conclusion, voilà, donc l'intégration de composantes de service communautaire, c'est pas la panacée, d'accord, mais ça peut être une autre approche pédagogique qui peut permettre à des étudiants internationaux qui sont dans des situations d'insécurité linguistique ou de pouvoir donc peut-être non seulement développer des réseaux sociaux avec des gens avec lesquels ils vont pouvoir par la suite donc discuter et puis améliorer leurs compétences, mais en même temps donc acquérir de la confiance dans leurs habiletés langagières et puis donc une plus grande estime de soi et une meilleure compréhension des règles de la communication et développer leurs compétences interculturelles. Voilà.